Bon, en fait, je voudrais mettre en exergue une phrase de John Edward Hoover, qui était l'ex-patron du FBI, qui disait: l'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. En fait, moi j'ai enquêté 3 ans sur le sujet, je suis partie d'un petit bout, mais on fait comme d'habitude, il y a des ramifications partout. Et j'ai arrêté 2 fois tellement tout ce que je trouvais ça énorme, et le temps de le digérer, c'était vraiment pas évident, quoi. Parce que en fait, on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'est pas du tout celui dans lequel on croit vivre. On nous parle de l'éducation, mais en fait, l'éducation est faite pour nous enlever le savoir. La santé, c'est fait pour finalement nous rendre malades au lieu de nous soigner. Enfin, les marchés financiers, c'est pas fait pour nous rendre mieux et plus riches, c'est fait pour nous voler les richesses. En fait, on se rend compte que rien dans cette humanité et dans la vie qu'on mène n'est fait pour le bien de l'individu, mais pour le bien d'une oligarchie, quoi. Et tout converge vers le contrôle par cette petite poignée de puissants de tout ce qu'on fait, quoi. Donc j'avais déjà avant enquêté beaucoup sur les vaccins, la médecine, les conflits d'intérêts, mais en fait c'est vraiment rien, c'est juste un petit bout, enfin ça en fait partie du puzzle, mais c'est vraiment rien par rapport à à l'énormité du projet, quoi, qui est mis en place et qui nous cerne, quoi. Donc la première chose, c'est évidemment les chemtrails, les épandages qu'on voit de plus en plus. On nous dit que ce sont des avions de ligne et que tout est normal. En fait, quand on réfléchit un petit peu, on nous dit que ce sont des traînées de condensation. Bon, moi j'ai un certain âge qui fait que j'ai vu beaucoup d'avions, j'habitais le Midi aussi, j'ai vu beaucoup d'avions avec des traînées de condensation. En fait, la traînée se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Or là, quand on regarde le ciel, les traînées persistent, elles s'élargissent, et elle s'agglomère avec les traînées d'à côté, et ça finit par faire un couvercle qui couvre absolument tout le ciel. Et aussi, on voit bien que ce ne sont pas des trajectoires d'avions de ligne, parce que les trajectoires d'avions de ligne sont dans des couloirs aériens, et là c'est complètement, enfin en général c'est vraiment un quadrillage, c'est-à-dire ils partent d'un côté du ciel, de l'horizon, et ils quadrillent dans les 2 sens. On a rarement vu des avions voler à angle droit et en escadrille. Je veux dire, jamais ça se passe comme ça. D'un autre côté, les avions, en fait, les traînées de condensation ne peuvent ne peuvent se former que si on est à moins 40 degrés, si l'humidité est de plus de 70%. Et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2004 à plus de 8000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir, à moins de vivre à côté d'un aéroport et d'être... mais autrement, on ne peut pas voir les avions de ligne. Donc c'est complètement anormal quand ils nous disent que ce sont des avions de ligne. C'est pas possible, sinon on les verrait pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi le fait que jamais avant les traînées qui suivent les avions de ligne, jamais n'obscurcissent le ciel. Je veux dire, en général, la traînée s'en va et le ciel s'obscurcit pas pour autant. Donc, c'est quoi ces avions et ces traînées qui rendent le ciel tout noir et qui font un couvercle au bout d'un certain temps? Ça peut pas être quelque chose de normal. Et aussi, il y a beaucoup d'avions qui font ça et qui vont d'un bout du ciel à l'autre. Donc on n'a jamais vu non plus des avions de ligne revenir à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. En général, ils continuent leur course. Donc, et puis il y a des sites où on peut regarder les trajets, enfin les avions qui sont au-dessus de votre tête, et regarder d'où ils viennent, de quelle compagnie ils sont, etc. Et il y a beaucoup d'avions qui sont pas, on s'aperçoit qu'ils échappent au radar, quoi. Donc d'un autre côté, je pense qu'il faut se dire une fois pour toutes que ce qu'on voit, c'est la réalité et pas ce qu'ils sont en train de nous dire. La réalité, c'est vraiment que notre ciel est pourri. Enfin, peut-être ici, je sais pas. En tout cas, dans la région parisienne, c'est dingue. Je sais pas si... 2014, c'était pas mal. Ah ouais, nous, il y a des jours où c'est vraiment...
Alors moi, dans les années 90, j'habitais en Californie et j'allais souvent dans les territoires indiens, dans les territoires Navajo qui sont au-dessus de Monument Valley. Enfin, un Monument Valley, c'est derrière Grand Canyon, Las Vegas, etc. Et je me souviens des Indiens qui disaient toujours, ils nous pulvérisent comme des cafards. Moi, je croyais qu'ils avaient un peu trop tiré sur le calumet, parce qu'à l'époque, ça me disait rien. Et mais en fait, après, il y a eu des tas de témoignages comme ça de gens qui disaient un peu partout dans les États-Unis qu'il y avait des épandages. Par exemple, il y a eu une petite ville qui s'appelait Oakville, en Californie aussi, où il y avait un professeur qui s'appelle Leonard Cole, qui est allé faire une lecture devant le Sénat et porter plainte au Congrès et au Sénat en disant que des avions épandaient dans le ciel des armes biologiques et que ça avait rendu les gens malades. Et lui disait qu'il avait trouvé des cellules sanguines humaines. Donc ça paraissait tellement énorme parce que, enfin, trouver des cellules sanguines humaines qui tombent du ciel, ça s'est jamais vu non plus, quoi. Et il y avait aussi au Canada, à Espagnola, il y avait dans l'Ontario, il y avait des résidents qui avaient vu des avions citernes et qui avaient eu des graves mal de tête, enfin des pertes de mémoire, etc. Au-dessus de Vegas, il y a eu beaucoup de témoignages. Or Vegas, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plaine qui fait 500 km, donc on peut voir les avions arriver, repartir, et les gens disaient que ils voyaient vraiment les avions arriver, lâcher un épandage sur Vegas, et dès qu'ils avaient quitté les zones habitées, ça reprenait comme un avion de ligne avec une marque derrière, mais qui s'effaçait. C'est juste sur les zones habitées qu'ils voyaient ça. Évidemment, tout le monde, enfin, dès qu'ils posaient la question au gouvernement ou aux autorités, on leur disait que c'était pas vrai, qu'ils rêvaient, qu'il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Par contre, il y a un scientifique à l'époque qui s'appelle Kenneth Sassen, et qui était un scientifique atmosphérique, et qui avait dit dans un journal, mais ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds, donc elles sont pas détectables d'en bas. Donc si ces choses sont pas détectables d'en bas, c'est bien qu'elles existaient, quoi. Mais bon, donc ça a duré comme ça pendant très longtemps. Ils trouvaient à Columbus aussi, ils ont trouvé des fils de polymère en bas qui venaient de nulle part, qui n'existaient pas dans la nature. Ils les ont fait analyser en les comparant à la base de données du FBI. Et en fait, ça correspondait à aucune des 900 fibres textiles que le FBI a répertoriées dans son truc. Donc c'était vraiment des trucs qui venaient on sait pas quoi. On sait pas d'où. Ils ont trouvé évidemment des substances cancérigènes, des bactéries, du dibromure d'éthylène, ce qui est totalement anormal parce que le dibromure d'éthylène, c'est un pesticide très dangereux qui avait été interdit il y a plus de 20 ans et qui est retrouvé dans les épandages. Et donc il y a quelqu'un qui a parlé de la base aérienne de Wright-Patterson et qui a dit que oui, effectivement, il y avait 2 programmes qui étaient en cours. Un pour lutter, soi-disant, contre le réchauffement climatique où ils épandaient de l'aluminium, et un autre où ils épandaient du barium, parce que le barium est conducteur d'ondes, donc ça permet de conduire les ondes d'un point à un autre, et aussi de faire les images 3D à cause de la substance, comment on dit, pas nucléaire, je sais pas comment on dit, que le barium contient en fait. Et radioactive. Et en même temps, il y a eu, quand on regarde, parce que moi à l'époque j'étais absolument pas consciente du fait, mais maintenant en enquêtant, je me suis rendu compte qu'à la même époque, il y a 14 pays de l'OTAN qui disaient avoir trouvé, enfin être victimes de chemtrails, dont la Croatie qui s'est rendu compte que c'est le jour où ils ont adhéré à l'OTAN qu'ils ont eu des épandages importants. Nous, on sait aussi que depuis 2009, où on est revenu dans l'OTAN, il y a beaucoup plus d'épandages qu'on en voyait avant. Parce que maintenant, pour pas les voir, il faut vraiment être aveugle, hein. Donc, et en fait, les témoignages, quand on regarde, il y en avait de partout. À la même époque, dans les années 90, il y avait des épandages absolument partout. En Suisse, en Grèce, au Québec, à New York, en Australie, dans pratiquement tous les pays du monde. Évidemment, tous les gouvernements niaient en bloc et disaient que c'était pas vrai.
Ou alors ils disent que maintenant ils commencent à dire que les épandages sont éventuellement un plan B, mais que c'est pas en application. Par contre, il y a un organisme qui s'appelle l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, qui correspond au GIEC en France, qui est le groupe d'experts internationaux sur le climat, qui eux disent effectivement que ça n'existe absolument pas. Par contre, ils ont dans leur bouquin, tous les ans, ils sortent un rapport. Et dans un de leurs rapports, ils commencent à dire qu'il ne faudrait pas arrêter la géo-ingénierie, sinon le climat va se réchauffer. Donc encore une fois, c'est une question de bon sens. Comment on peut arrêter quelque chose qui n'existe pas? Si on peut l'arrêter, c'est que ça existe. Donc en fait, on arrive à les pister comme ça, mais c'est pas vraiment évident. Mais quand on regarde, tout ce qu'on voit dans le ciel, c'est ce qui est décrit dans les documents officiels et dans les patentes, dans les brevets qui ont été déposés pendant des années aux États-Unis et qui correspondent justement aux épandages. Donc après, en 2004, il y a des journalistes qui ont réussi à avoir la déclassification de documents militaires. Et il y a plus d'une centaine de documents qui ont été déclassifiés, et on trouve dans ces documents tout ce dont se plaignaient les gens quand j'étais à Vegas, etc. C'est-à-dire qu'ils ont épandu sur Vegas, ils ont épandu sur le Marineland, ils ont épandu à San Francisco, ils ont épandu à Corpus Christi. Et on sait quoi, parce que tout est marqué dans les documents de l'armée. C'est-à-dire, par exemple, à San Francisco en 50, ils ont épandu des bactéries pour savoir comment une ville pouvait résister à une attaque biologique et s'il était possible d'attaquer une ville portuaire à partir de bateaux qui étaient au large. En 51-52, l'armée britannique a fait une opération qui s'appelait Cumulus, qui était une répétition pour changer, soi-disant, la météo en temps de guerre pour voir comment ils pourraient se défendre. Et il est prouvé, puisque c'est marqué dans ces documents-là, qu'il y avait une inondation sur la ville de Lynmouth qui a fait 34 morts et que c'était occasionné par ce genre d'épandage. Il y a aussi un truc qui s'appelle le St. John Programme, qui était une batterie de tests qu'ils ont fait sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, dans l'Ohio, au Texas, enfin dans plein d'endroits, où ils ont épandu des tonnes de sulfure, de cadmium, de zinc, pour déterminer, ça c'est incroyable, le pourcentage de la population qui allait développer un cancer en dessous. C'était pour faire des essais pour la guerre du Golfe. Après, il y en a plein. Il y a eu la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride qui a épandu des bactéries en 55 pour tester la capacité des armes biologiques à infecter les humains par des agents biologiques. Il y a eu des tas d'expériences avec des marqueurs fluo dans les éléments qui balançaient pour savoir comment les vents déportaient les substances et combien de kilomètres ça allait, sur combien de kilomètres ça allait toucher les gens. En Angleterre aussi, il y a eu un rapport qui est sorti, qui a été mis à jour par le Guardian en 2002. C'est un rapport du gouvernement qui confirmait qu'il y avait eu des essais entre 1940 et 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes, puisqu'à l'époque c'était la guerre froide et des centaines de tests après entre 61 et 68, une opération qui s'appelait Large Area Coverage, une opération de large couverture, le long des côtes d'Angleterre avec des bactéries, Escherichia coli, Bacillus globuli, enfin il y a eu plein de trucs, des agents mortels sur les Caraïbes, enfin ils se sont vraiment bien amusés pendant des années en nous disant évidemment qu'ils faisaient rien. Donc je vois pas comment on pourrait croire maintenant quand ils nous disent qu'ils font rien, quoi, parce que ça met en général 15 ans ou 20 ans pour qu'on sache ce qui s'est passé. En France, on sait jamais rien, hein, parce que rien n'est jamais déclassifié. Comment? Dans la même période où ils développaient le nucléaire. Oui. Ouais. Mais bon, quand on consulte les archives des dépôts de brevets américains, on s'aperçoit que ça a vraiment été affiné, c'est-à-dire ils sont partis vraiment d'une technique très empirique, et au fur et à mesure, il y avait des brevets qui étaient trouvés pour ajuster les épandages,
pour qu'il soit mis, par exemple, pour qu'il y ait un système pour que ça sorte de l'angle des ailes, qui soit pas, que les gens puissent pas le voir, pour que ça s'en aille pas, par exemple, vers le haut et que ça puisse aller dans la continuité et que ça puisse passer pour des traînées. Enfin, il y a eu plein de brevets comme ça. Quand on connaît les Américains et qu'on y a un peu vécu comme moi, contrairement aux Français où nous, on invente toujours des trucs extraordinaires qui servent à rien, eux, quand ils inventent des trucs, c'est toujours parce qu'il y a une application immédiate où ils savent qu'ils vont se faire du blé, sinon... Donc c'est sûr qu'ils l'ont pas fait pour rien. Les traités aussi sont vachement instructifs, parce que moi je me demandais pourquoi, une fois que les documents étaient déclassifiés, il n'y avait pas eu de procès, parce que les Américains ont des avocats partout. Je veux dire, les avocats qui sortent de l'école, ils cherchent des clients, donc ils viennent vous voir à la sortie des studios d'enregistrement, à la sortie des restaurants, pour voir si vous avez une plainte. Donc je me disais, ils font des class action. Je me disais, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu de plainte. Donc il y a un traité qui s'appelle ENMOD, qui est une convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification climatique sur l'environnement et à des fins militaires ou hostiles. Donc c'est un traité assez long, hein, mais bon, je l'ai lu en entier. En fait, quand on le lit, c'est effectivement interdit d'épandre sur ses ennemis. Mais vraiment, vers les dernières pages, c'est autorisé sur ces populations à but pacifique et à but de test, justement pour empêcher que, si jamais il y a une attaque terroriste, pour qu'on sache, soi-disant, comment ça va se passer et pouvoir protéger les populations après. C'est-à-dire que pour pouvoir vous protéger dans 20 ans ou au cas où il y aurait un fou qui épandrait une bactérie, ils vous l'épandent tout de suite, comme ça, comme ça on est certain que... Donc c'est assez hallucinant comment ils nous roulent, quoi. Il y a un autre traité aussi en 2001 qui s'appelait le 2001 Space Preservation Act, qui mentionnait les chemtrails parmi les armes exotiques. C'est-à-dire ils mentionnaient les chemtrails, les armes tectroniques, les ondes basse fréquence, enfin plein de trucs. Et comme par hasard, ce traité a été refusé au Congrès. Quand il est passé devant le Congrès, ils l'ont viré, le traité a disparu, ils ont sorti 6 mois après le 2002 Space Preservation Act, et là il n'y a plus aucune de ces armes qui est listée, elles n'existent plus. Donc par contre le Congrès l'a immédiatement ratifié, et le clou quand même de mes trouvailles, c'est que j'ai trouvé un traité qui date de 1975 entre les États-Unis d'Amérique et le Canada. Et l'article 1 du traité, c'est conscient que nous épandons des deux côtés de la frontière et que, en clair, ça peut faire double emploi, puisque quand on y pense, les épandages s'arrêtent pas forcément là où les humains ont mis la frontière. Donc ils avaient décidé de se tenir au courant pour pas que ça soit trop grave, quoi. Donc je vois pas comment deux États comme les États-Unis et le Canada feraient un traité pour un truc qui n'existe pas, quoi. Ou alors j'ai pas bien compris, quoi. Après, effectivement, il y a des responsables qui ont parlé depuis, dont un type qui a été appelé, à qui on a donné le nom de Deep Sky pour essayer de le préserver, parce qu'il filait des informations très importantes sur ce qui se passait, puisqu'il était dans l'armée, et il filait des informations qui étaient vraiment fiables, et dont lui a expliqué ce qui se passait, comment justement c'était mis, comment les réservoirs étaient arrangés à l'intérieur des avions, etc. Il a envoyé des photos, et il y a eu aussi une autre personne qui a témoigné, qui a envoyé anonymement une lettre à la même personne, à William Thomas, le type qui avait fait les investigations, pour dire que tout ce que disait ce mec était vrai, etc. Finalement, Deep Sky a été retrouvé un jour asphyxié dans sa voiture, et il avait décidé de se suicider avec le pot d'échappement. Donc voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ted Gunderson,
qui est un ancien patron du FBI Los Angeles. C'est pas n'importe qui, c'est à lui qu'ont été confiées l'enquête sur la mort de Kennedy, l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe. Et lui, quand il a été à la retraite, il a commencé à enquêter déjà sur les réseaux pédophiles, sur toute la corruption dans l'armée, etc., dont sur les chemtrails. Et il a dit, les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Il disait d'où venaient les avions, où ils étaient stationnés, enfin qui était à la base de tout ça. Lui aussi n'a pas eu de chance. Son ami médecin, et qui était son ami aussi, et qui a fait le constat, qui était là au constat de décès en même temps que d'autres, a dit que comme il avait du violet sous les ongles, sous les pieds, sous les mains, c'était un empoisonnement au cyanure. Donc, il y a eu une autre fille qui s'appelle Kristen Megan, qui était dans l'armée et qui s'occupait, en fait, son poste dans l'armée américaine, dans les Marines, c'était de regarder l'impact de l'armée, des agissements de l'armée sur l'environnement. Et elle, en fait, comme elle avait ce poste-là, des tas de gens dans la rue, enfin, ses amis lui disaient, mais les chemtrails et tout, elle n'était pas au courant. Donc, elle a dit, bon, c'est un truc de conspirationniste, elle a commencé à regarder. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça tenait la route, donc elle a regardé dans les archives de chez elle, de l'armée, et elle a trouvé des commandes ahurissantes de barium, d'aluminium et de strontium. Évidemment, elle a posé des questions à sa hiérarchie, elle s'est fait muter immédiatement et jeter dans une autre base. Quand elle est arrivée dans l'autre base, elle a recommencé, elle a cherché, et là on lui a carrément dit que si elle voulait revoir sa fille, et il fallait peut-être qu'elle se calme. Donc elle a réussi à quitter l'armée. Mais en fait, elle témoigne que c'était vraiment... c'est vrai qu'il y avait des commandes énormes de ces matériaux faits par l'armée américaine. Donc voilà, qui fait ces épandages? Alors on peut remonter les compagnies d'aviation. À qui appartiennent ces compagnies-là? Évidemment, c'est toujours les mêmes personnes qui sont derrière. Après, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes ciblés parce que dans les épandages, on met ce qu'on veut. Il y a eu des bactéries, il y a ces trois substances-là. Mais par exemple, en Australie, ils ont vacciné les gens sur je sais plus quel était le vaccin, je m'en souviens plus. Je crois que c'était la méningite ou un truc comme ça, par épandage, pas par pulvérisation, sans rien leur dire. Donc on ne sait pas du tout ce qu'ils mettent dans les épandages. Ils peuvent mettre n'importe quoi, en fait. Ils peuvent mettre des bactéries, ils peuvent mettre des vaccins, ils peuvent nous mettre ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent nous mettre des marqueurs pour nous surveiller? Est-ce que ça peut être des substances qui nous rendent stupides, stériles, dociles? On n'en sait strictement rien, quoi. Est-ce que ça peut être pour éliminer une grande partie d'entre nous, puisqu'il y a quand même des thèses là-haut qui sont assez eugénistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des expériences in vivo, qu'on n'est absolument pas au courant, qu'on ne nous demande pas notre avis, que c'est donc contraire à l'article 3 de la Constitution, puisque toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et surtout contraire au traité de Nuremberg, puisque depuis Nuremberg, ils nous ont dit plus jamais ça, maintenant il faut absolument le consentement éclairé des gens. On nous demande pas notre consentement pour nous balancer des poisons sur la tronche. Donc voilà, pour l'instant, il commence à nous dire que oui, effectivement, il y a peut-être de la géo-ingénierie. Enfin, la géo-ingénierie, il ne la nie absolument plus. Ce qu'il nie, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'ils nous disent que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique d'origine anthropique. C'est-à-dire c'est nous, hein, c'est notre faute. C'est l'ennemi, c'est le CO2. C'est les humains qui ont le culot de respirer. Les vaches qui pètent surtout, c'est très important. Et nos petites voitures diesel. Donc le premier dans l'histoire, c'est Al Gore. Al Gore, j'ai dit, je vais quand même aller regarder comment il est. Je croyais trouver 2-3 petits trucs sur Al Gore. Al Gore, c'est phénoménal. J'en ai fait au moins 15 pages dans mon bouquin. C'est-à-dire que lui, il est extraordinairement intelligent. Parce que déjà, quand il a quitté le gouvernement américain, il avait 1 million en banque. Maintenant, il vient d'investir 35 millions avec un des patrons de Skype ou je sais plus, pour monter une bourse au carbone.
C'est-à-dire que c'est génial, on a le droit, enfin, lui, il nous dit qu'il faut absolument arrêter les énergies fossiles et se reconvertir en énergie renouvelable. Mais en fait, lui, il a fait une bourse au carbone. C'est-à-dire que tous les gens qui polluent doivent acheter des bons carbone pour, soi-disant, payer pour, un peu comme les indulgences à l'époque dans la religion catholique. C'est-à-dire, si vous polluez, vous achetez des bons et avec ça, vous allez planter des arbres en Afrique, etc. C'est-à-dire, vous allez porter les OGM en Afrique. Vous avez une bonne excuse pour y aller, mais c'est à peu près tout. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, ça n'empêche pas les gens de polluer, parce que plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez acheter des bons, non plus vous pouvez polluer. Ce qui fait qu'ils polluent entre eux, quoi. Mais par contre, ils nous disent que c'est nous. Donc, ils nous disent pas non plus qu'il y a 32 000, c'est pas rien, scientifiques du monde entier qui ont signé un rapport pour dire que c'était absolument pas, le réchauffement climatique n'était absolument pas ce qu'ils nous disaient. Et aussi que l'IPCC, dont le fameux organisme qui veille sur le réchauffement, le GIEC, dont on va entendre parler grandement là pour la conférence de fin d'année, en fait, il paraît qu'ils ont une marge d'erreur de 400%. C'est comme si on disait qu'à Paris, il y a entre 5 millions et 2 milliards d'habitants. Mais bon, apparemment, ça gêne personne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme dont le GIEC et l'IPCC, c'est un organisme qui comprend 2000 experts, dont 20 seulement sont des climatologues, donc ça peut être n'importe quel, soi-disant, expert. Et que ils sont tous nommés par les politiques et ils sont sous l'égide de l'ONU, donc à part répandre la bonne parole, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc effectivement, eux, ils ont pour ordre de dire que le réchauffement climatique est dû aux hommes. Donc bon, ils vont faire, nos gouvernements nous disent qu'ils vont prendre des mesures drastiques. C'est-à-dire nous empêcher, enfin mettre nos voitures diesel, nos petites voitures diesel à la casse, peut-être installer un plan où les troupeaux de vaches seront séparés en deux, il y en a qui pourront péter les jours pairs et d'autres péter les jours impairs. Enfin, c'est à peu près de ce style-là, c'est aussi con que ça, quoi, leur truc, parce que vraiment, ça tient absolument pas debout. Mais pour nous faire gober les OGM, ils nous ont dit à l'époque que c'est parce qu'il y avait 12 milliards d'humains dans le monde et qu'on pourrait jamais les nourrir sans les OGM. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que la famine est de pire en pire. Il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. Et là maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous en parlent plus de ça. Ils nous disent plus qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'on pourra plus manger. Ils nous disent qu'on est trop nombreux sur Terre à polluer et à respirer. Il y a même un mec dans le gouvernement américain qui a dit normalement il faudrait interdire le CO2 ou avoir un permis de polluer. Or comme quand on respire, on dégage tous du carbone, je sais pas qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. En tout cas, il suffit de regarder quelques chiffres pour voir, vraiment basiques, pour voir qu'ils se foutent de nous avec les petites voitures diesel et les vaches. Parce que par exemple, l'US Air Force a consommé 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4, de fuel. Là, ce sont les chiffres de 2006. 2,6 milliards de gallons, donc multiplié par 4 dans l'année. Un seul F-5 brûle environ 1580 gallons en 1 heure. Un hélico Apache fait un demi-mile, c'est-à-dire 800 mètres, avec 1 gallon d'essence. Un seul transporteur non nucléaire à la vapeur brûle 5600 gallons de combustible en 1 heure. Tous les 4 jours, chaque transporteur en mer utilise un autre demi-million de gallons de carburant pour alimenter les jets. Pendant qu'ils volent pour une mission de chemtrail, comme on voit de 2 à 5 heures, un ravitailleur KC-10, comme les avions gros porteurs qu'on voit, brûle 2050 gallons de carburant. Le KC-135 Stratotanker, qui est le plus gros et le plus vieux, transporte 31 275 gallons de produits chimiques d'épandage et il brûle 2650 gallons de carburant. C'est-à-dire que l'agence de protection de l'environnement américaine dit que pour chaque gallon d'essence, il y a 19,4 kg de CO2 pour chaque gallon de diesel et pour chaque gallon de diesel, 22 kg de sang. Donc quand on fait le calcul, on s'aperçoit que juste les opérations de routine de l'armée américaine envoient 48 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année.
Ça, évidemment, on nous le dit pas. Hein. Il vaut mieux nous culpabiliser, nous, pour nous demander de payer des taxes carbone. Donc voilà. Si on raisonne un petit peu, on se dit que si Al Gore avait si peur que ça, il ferait, enfin, je sais pas, moi, si j'avais peur de quelque chose, je ferais en sorte de déjà l'appliquer à moi. Or, lui, il a une maison qui fait 3000 mètres carrés où sa consommation d'électricité en un mois est la même consommation que 10 familles américaines en un an. Il est actionnaire dans je sais pas combien de puits de charbon et de puits de pétrole. Bon, enfin, je veux dire, c'est... Et puis ça tient pas debout, parce que si le CO2 est le problème, pourquoi est-ce qu'ils coupent les arbres pour cultiver des OGM et pour faire des nécrocarburants, enfin des biocarburants, mais en fait ce sont des nécrocarburants, puisque les arbres, eux, adorent le CO2, donc c'est pas logique, puisque les arbres se nourrissent de CO2, pourquoi est-ce qu'on coupe les arbres? La même fumisterie avec épandre pour bloquer le soleil, comme ils nous disent, parce qu'ils nous disent qu'ils épandent des particules d'aluminium pour bloquer le soleil et que les rayons de soleil, quand ils se réfléchissent sur l'aluminium, repartent vers l'ionosphère. Mais dans ce cas-là, la photosynthèse se fait plus, donc le carbone stagne, donc c'est stupide aussi. Et aussi, le CO2 ne représente que 0,05% des composants de l'atmosphère. En fait, quand on étudie un peu le truc, on se rend compte que le pire, c'est la vapeur d'eau qui est l'agent majeur de l'effet de serre. Parce que quand ils épandent dans l'atmosphère se réchauffe, donc ça dessèche les sols, et l'humidité monte, se répand dans l'atmosphère, et c'est ça qui crée l'effet de serre. Donc on finit par se dire que le réchauffement climatique, ça peut pas être la vraie raison des épandages. Donc pourquoi ils épandent? Et là il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter. Il a 87 ans, il est toujours conseiller d'Obama. Et lui, tout ce qu'il a écrit dans ses bouquins, ça s'est toujours réalisé. Il sait vraiment, il fait pas des bouquins de science-fiction. Hein. Et donc là, par exemple, il a écrit un bouquin qui s'appelle Between New Ages, entre deux âges. Et il dit vraiment textuellement, c'est marqué, c'est un petit bouquin. Celui-là n'a pas été traduit en français, mais c'est un bouquin qui fait 120 pages. Si vous lisez l'anglais, téléchargez-le. Il est en téléchargement sur Internet. C'est extraordinaire. Tout est marqué. C'est-à-dire, il écrit l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Et quand il parle de la modification climatique, c'est précisément et uniquement comme de l'arme absolue. Il cite les travaux de McDonald et il dit avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum des forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population afin d'en prendre le contrôle avec ses forces armées par la suite, ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. Il a écrit ça en 70. Donc bon, enfin, ça peut être que vrai parce que lui avait dans un autre bouquin qui est sorti avant, qui s'appelle Le Grand Échiquier, qui lui est traduit en français, il avait écrit à l'époque que dans 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire maintenant, depuis 10 ans, les gens, 80% de la population ne servirait à rien, que 20% suffirait à faire tourner le système. Que dans ces 80% n'auraient pas de travail, donc pas d'argent, donc on pourrait rien leur vendre, et qu'il fallait commencer, donc il y a 25 ans, à leur appliquer ce qu'il appelait le tititainment. C'est-à-dire, tit, c'est la poitrine en anglais, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens comme une mère berce son enfant. Et il disait physiquement avec la nourriture et mentalement avec la nourriture mentale. On a vu ce qu'ils nous ont fait avec la nourriture, avec la malbouffe et tout ce qu'ils ont mis comme ingrédients dégueulasses dans la nourriture.
Et on a vu ce qu'ils ont fait avec les programmes télé aussi. Donc, on peut dire que tout ce qu'il a dit a été complètement est arrivé, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, ce qu'il dit là, c'est aussi exactement ce qui est en train d'arriver. Donc, sans surprise, quand on regarde la géo-ingénierie et qui est derrière, on retrouve les gros cartels chimiques et les financiers responsables de l'état de planète maintenant. Et depuis Kyoto, il y a une réunion tous les ans. Donc, je veux pas porter la Shkumun à Hollande, hein, qui pense qu'il va arriver à un accord. Alors, ou bien il est imbécile, ou bien il pense que nous sommes imbéciles. Comme il paraît qu'il est pas con, il nous reste à penser qu'il nous prend pour des cons. Parce que tous les ans, ils doivent soi-disant arriver à un accord. En fait, c'est impossible qu'ils arrivent à un accord puisque c'est tenu tous ces organismes qui font les sociétés qui sont derrière la géo-ingénierie appartiennent aux mêmes financiers qui ont créé la situation de la planète et qui sont ceux qui financent les campagnes électorales de nos gouvernants et qui veulent eux absolument pas arrêter arrêter ni les énergies fossiles ni tout ce qui se passe sur la planète. Donc il y a aussi dans le 5e rapport du GIEC, il y a une phrase qui est assez marrante qui dit: malgré les effets secondaires mondiaux et les conséquences à long terme, les techniques de géo-ingénierie comprenant la gestion des radiations solaires devraient être maintenues. Si la gestion RSM, c'est la gestion des radiations solaires s'arrêter pour une raison quelconque, il est probable que les températures à la surface du globe s'élèveraient très rapidement pour atteindre des valeurs entraînant le renforcement des gaz à effet de serre. Donc ils savent bien ce qu'ils font. Et c'est aussi exactement, quand on regarde par exemple la patente Welbach, c'est exactement ce qui est marqué dans les effets du brevet. C'est-à-dire que dans le brevet Welbach, il est marqué que si on épand, s'il commence à épandre, il faut, mais ça c'était il y a 20 ans, il faudrait épandre tous les ans et continuellement parce que s'ils arrêtaient d'un coup, les températures allaient s'affoler. C'est ce qui fait que maintenant, plus ça va, plus ils vont épandre. Le problème, c'est que plus ils épandent, plus ils trouent l'ionosphère, et nous, on est mal, donc. Les deux savants complètement fous qui sont à fond pour les épandages, c'est Ken Caldeira et David Keith. Si vous pouvez marquer les noms et aller voir leur tronche, ça vaut vraiment le déplacement. C'est-à-dire qu'ils sont hystériques. Ils sont pour ils sont pour les épandages à fond et pour épandre genre 20 000 tonnes de dioxyde de sulfure dans l'air, 20 km au-dessus de nos têtes, et ils trouvent ça très bien. Ils disent mais on n'aura plus de problème avec le CO2. C'est-à-dire ils parlent jamais, eux ne parlent jamais d'arrêter la pollution. À nous, ils nous disent d'arrêter notre pollution, mais eux ne parlent jamais d'arrêter la pollution. Ils parlent de trouver une autre particule qui va combler les effets de la pollution qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent à faire. Et évidemment, on retrouve derrière le grand bienfaiteur de l'humanité, Bill Gates, qui après avoir l'obsédé de la vaccination des petits Africains, qui est allé sauver les petits Africains au passage. Si vous n'êtes pas au courant, il a acheté 7 millions de vaccins pour aller vacciner les Africains contre la polio. Il a éradiqué la polio, mais maintenant les petits Africains meurent d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë. Et en fait, c'est le virus vaccinal. Il n'a pas muté, c'est le virus qu'ils ont mis pour fabriquer le vaccin. C'est-à-dire qu'il ne meurt plus de la polio normale, il meurt du virus vaccinal. Et donc Bill Gates qui a dit aussi, et là c'est pareil, il y a une vidéo, tout ce que je vous dis, j'ai vraiment les preuves à la fin de mon livre, enfin dans les pages de mon livre. Si j'ai pas eu la preuve, j'ai pas mis. Il y a une vidéo de Bill Gates où il dit face caméra, il fait une magnifique équation avec CO2 égale, et il y a P pour people, les gens, multiplié par S, service, multiplié par CO2, etc. Et il dit une de ces constantes va devoir être proche de 0, en se marrant évidemment, parce que pour lui, proche de 0, c'est surtout nous qui veut voir proche de 0, pas la pollution. Et il dit en face la caméra, parce que même avec les vaccins,
on ne pourra réduire la population mondiale que de 10 à 15%. Il dit bien ça. J'ai écouté 10 fois la vidéo et je parle anglais couramment, je vous jure qu'il dit ça. Même avec les vaccins, on ne peut pas espérer réduire la population de plus de 10 à 15%. Donc c'est quand même vachement inquiétant. Donc là, il a fait un énorme ballon qu'il a mis à 25 000 km qui lâche du sulfure justement avec David Keith et tout. Ce qui est inquiétant, c'est que cette bande, en fait, c'est une petite clique de savants et de malades mentaux. Il y a lui, il y a Richard Branson, il y a Murray Edwards, qui est le magnat des sables bitumineux, là, qui est au Canada, qui transforme en pétrole. Il y a Nicolas Zentrum, qui est le fondateur de Skype. Enfin, que des gens qui sont soi-disant dans la haute technologie. Et tous ces gens-là sont les conseillers des membres du Congrès. Ils assistent à toutes les délibérations du GIEC, justement, et tout ça. Donc, c'est eux qui font passer ce qu'ils veulent, en fait. Et donc voilà. Donc bon, on sait tous les effets de l'aluminium qui migrent au cerveau et le strontium et le barium. Et c'est pour ça que on s'aperçoit que les maladies respiratoires, la mort par maladie respiratoire est passée du 8e rang mondial au 3e, donc c'est pas rien. Le barium, ça provoque aussi des divisions dans le cerveau en bloquant les acides aminés. Ça empêche qu'on ait ça réduit la perception cohérente des choses. C'est peut-être ce qui explique qu'il y ait tant de gens qui soient complètement, qui n'aient pas du tout compris ce qui se passe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on lit, mais en toutes lettres, quand on regarde la fiche du barium, que en fait le barium, les composants du barium détruisent la couche d'ozone. Donc, comme ils les épandent du barium pour restaurer la couche d'ozone, je comprends pas bien, quoi. Donc, je pense sérieusement, et je suis pas la seule, que les chemtrails servent surtout au contrôle du climat à des fins militaires et pas du tout à la sauvegarde de la planète et des habitants. Mais je pense qu'ils ont dû épandre déjà tellement trouer la couche d'ozone avec HAARP et d'autres systèmes que maintenant ils ont peut-être plus le choix, quoi. On sait pas. Est-ce qu'ils continuent à faire les apprentis sorciers ou est-ce qu'ils ont plus le choix parce qu'ils ont déjà tellement détraqué les choses que... D'ailleurs, on le voit parce que souvent quand le ciel est complètement couvert et qu'il y a un trou et que le soleil sort, il est brûlant. C'est pas un soleil comme on avait l'habitude d'avoir, quoi. Et bon, on trouve dans le dit bromure les métaux lourds qui agissent sur le cerveau, évidemment. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est que ça agit sur la glande pinéale. Donc Descartes disait que c'était l'âme humaine qui était dans la glande pinéale, et en fait ça empêche la connexion, ça interfère avec la connexion qu'on a avec le divin ou avec, les gens l'appellent comme ils veulent, ou avec une autre dimension de l'humain, quoi. Donc il y a aussi les nanoparticules qui sont vachement, enfin, c'est grave ce qui se passe avec les nanoparticules, je vais vous en parler là. Parce que parmi les maladies, toutes ces maladies déclenchées par les épandages, il y a une maladie qui s'appelle la maladie des morgelons. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. La maladie des morgelons, c'est un truc extra, enfin, c'est des trous dans les jambes par lesquels s'écoule un liquide, on ne sait pas trop quoi. Mais surtout, il s'échappe des fils de polymères et des fibres comme celles qu'on voit dans les résidus des chemtrails, qu'on a identifié plus ou moins à de la cellulose et des polymères, mais qui n'existent nulle part à l'état naturel. Ça peut se comparer à aucune fibre qu'on connaît. Il y a un médecin qui a beaucoup étudié le problème qui s'appelle Steininger, Hildegard Steininger, qui est une toxicologue mondialement reconnue et qui explique dans un rapport Steininger que les morgelons proviennent de l'exposition du corps humain aux nanoparticules, aux nanomatériels. La bonne nouvelle pour nous tous, c'est elle dit qu'on est tous infectés, évidemment, et qu'en fait, ceux qui développent la maladie des morgelons sont ceux pour lesquels le corps fait son travail, c'est-à-dire ils rejettent l'élément qui est extérieur. Les autres, on serait tous de toute façon infectés, mais notre corps s'en accommoderait plus ou moins pour l'instant.
Euh, Elle dit dans un de ses documents, ce ne sont pas juste des particules de polymère plastique, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. On retrouve aussi, entre parenthèses, des nanoparticules dans la nourriture, dans les cosmétiques, enfin dans plein de trucs. Dans les dernières études de Steininger et de son groupe de spécialistes, elle dit que ces particules qu'on ingère, dont par les chemtrails, parce que les nanoparticules, on n'a aucun moyen de s'en protéger, on les respire. Même en se barricadant chez soi, ça passe par les fenêtres, ça passe partout, donc ça résiste à tout, ça résiste. Ils ont tout essayé, ils ont essayé de les brûler à 1400 degrés, de les mettre dans l'eau de javel, de les balancer dans des fours, enfin bref, ça résiste à absolument tout. Il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'il y a des mecs qui développent qui voient sortir des fibres bleues et rouges, et quand ils les analysent, ce sont les mêmes fibres qu'il y a dans les billets de 20$. Donc la seule conclusion, c'est parce que personne ne sait pourquoi, c'est de se dire qu'en fait, ces fibres-là sont dans les billets parce que c'est une sécurité, c'est quelque chose qui est indestructible et infalsifiable. Donc pourquoi ça se retrouve dans le corps humain et dans les chemtrails, on ne sait pas. Et donc dans les dernières études de Steininger et de son équipe, elle dit que ces nanoparticules s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent une fois dans notre corps. Ça c'est vachement intéressant et sont programmables évidemment. L'autre chose, c'est qu'il y a des bébés qui sont en train de naître avec ces nanoparticules en eux. Ce qui prouve que la nanotechnologie passe la barrière protectrice de l'organisme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'AFSET, qui est l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, quand on regarde ce qu'ils en disent, ils disent que les nanoparticules circulent dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, le placenta, et peuvent s'accumuler dans plusieurs organes essentiellement à partir d'une exposition respiratoire et digestive. Donc on a envie de demander à l'AFSEP à quoi ils servent, parce que, je veux dire, si demain vous voulez faire je sais pas, une pommade avec des huiles essentielles, il faut faire des démarches d'un autre monde avec la commission de sécurité, la commission sanitaire, etc. Là, ils vous disent royalement que les nanoparticules, ça s'accumule dans nos organes et on ne sait pas ce que ça peut faire, mais ils font rien. Donc, voilà. Les biopsies des morgelons montrent aussi bien que les analyses des résidus des chemtrails qu'il y a à l'intérieur, il y a une bactérie qui s'appelle Agrobacterium. Tous les gens dont on a fait les biopsies et tous les résidus de chemtrails contiennent l'Agrobacterium. Alors l'agrobacterium, c'est une bactérie des sols, qui est assez commune. Le problème, c'est qu'elle a qu'une fonction, elle est mutagène. C'est-à-dire qu'elle ne sert qu'à fabriquer les OGM. C'est-à-dire tous les OGM sont fabriqués à partir de l'agrobacterium et sa seule fonction, c'est ça, c'est de faire muter. Donc la question, c'est est-ce que c'est parce qu'on a mangé des OGM qu'on a l'agrobacterium en nous? Mais comme c'est dans les résidus de chemtrails, est-ce qu'ils épandent de l'agrobacterium? Et est-ce qu'une fois que c'est à l'intérieur de notre corps, ça peut faire muter notre ADN? Ça peut faire muter nos tissus? On n'en sait rien, évidemment, il n'y a aucun budget pour faire ce genre de recherche, parce que ça sert à rien, soi-disant. Donc le constat, c'est si notre ADN mute, si on peut plus penser clairement, si la ionosphère ne filtre plus les UVB parce qu'il y a des trous, il y a aussi le méthane qui est très inquiétant. Là, ils nous en parlaient quand je suis partie, j'ai entendu ça à BFM. Ils nous ont fait un grand truc sur le thermafrost, ou soi-disant le méthane sortirait des océans, etc. Le problème, c'est que c'est eux, en épandant et en créant le réchauffement des océans, qui créent la production de méthane. Et le méthane a une vie qui est, je sais plus si c'est 23 fois la vie du CO2, ou enfin, je me rappelle plus les chiffres, mais c'est un truc comme ça. Donc c'est carrément inquiétant, quoi.
Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ils manipulent le climat? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Quelle raison il peut y avoir? Alors en fait moi j'ai commencé mon enquête parce que je suis tombée sur quelqu'un qui disait que Monsanto avait breveté en 2009 des plantes résistantes à l'aluminium. Donc j'ai cherché pour voir si c'était vrai. J'ai effectivement trouvé les brevets de Monsanto qui ont été déposés en 2009 où ils brevettent un tas de plantes, de légumes qui résistent à l'aluminium. Donc là on se dit mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée de breveter des plantes résistantes à l'aluminium? Pourquoi à l'aluminium? Pourquoi pas à l'eau de javel, au bicarbonate ou c'est qu'il y a bien une raison. Donc la raison pour moi c'était que si breveter des plantes, parce que Monsanto, je veux dire c'est soit on retrouve Monsanto derrière tous les coups pourris de la planète, soit s'il y a un coup pourri on regarde et il y a forcément Monsanto. Mais bon. Et donc effectivement, ces brevets existent. Ils ont déposé des centaines de brevets sur des plantes qui contiennent le gène qui résiste à l'aluminium. Donc après, j'ai découvert que Monsanto, qui devait soi-disant déposer le bilan en 2011, en septembre 2011, a acheté en octobre la première société de climatologie américaine. Évidemment, c'est pour soi-disant pouvoir conseiller les paysans qui se font du souci avec les changements climatiques, donc pour pouvoir leur dire quoi faire. Bon, on a bien compris que comme ça, ils contrôlent toute la chaîne, quoi. Par la même occasion, j'ai trouvé que Rothschild avait racheté la première société de cartographie météo. C'est-à-dire toutes les cartes météo qu'on voit sur les chaînes de télévision, toutes les cartes météo que vous pouvez télécharger sur votre portable ou qu'on voit sur le web, appartiennent à cette société qui maintenant appartient à LLC Rothschild. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est vachement, ils contrôlent la chaîne de A à Z. C'est-à-dire qu'avant, on disait, ouais, mais la météo, ils sont complètement tarés. Quand ils disent qu'il va y avoir orage, il fait beau. Ils savent pas ce qu'ils disent. Bah maintenant, depuis quelque temps, on commence à voir qu'en fait, quand ils disent quelque chose, les 3/4 du temps, ça arrive. Mais c'est parce que comme ils savent les entourloupes qu'ils sont en train de nous faire, ils peuvent préparer la carte qui va correspondre à l'épandage ou à la chose qu'ils vont nous faire 2 jours après. Donc effectivement, il y a une logique qui rassure beaucoup les gens puisqu'ils pensent que la situation est contrôlée. Donc c'est assez, enfin moi ça m'a fait très peur, quoi. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on met tous ces ingrédients ensemble. Il y a le Premier ministre, l'attaché du cabinet du Premier ministre australien aussi qui a dit il n'y a pas longtemps que le réchauffement climatique était une invention des Nations Unies pour créer le nouvel ordre mondial. Et en fait, c'est vrai que où que l'on regarde, c'est faux, quoi. Toutes les planètes, quand on regarde certains scientifiques qui sont des pointures, ils disent que les planètes se réchauffent depuis 20 ans et que c'est l'activité solaire qui influe sur le temps et pas du tout la pollution. C'est-à-dire que c'est l'activité solaire qui crée les nuages qui créent le réchauffement climatique selon qu'il y a plus ou moins de nuages dans le ciel. Donc ça n'a rien à voir avec le réchauffement, avec la pollution dont on nous parle. Donc évidemment, quand il y a Monsanto dans l'histoire, on se dit que s'ils font des plantes qui résistent à l'aluminium et s'ils font comme les OGM qui résistaient au Roundup Ready, ce qui nous pend au nez, c'est qu'on n'aura plus d'indépendance alimentaire et que le rêve de Monsanto, Syngenta, Bayer va se réaliser, parce que si le poison était pendu du ciel, on pourra plus avoir accès à une nourriture organique. C'est-à-dire, ils nous coupent on va être obligé, qu'on le veuille ou non, de manger des OGM et de manger, puisque déjà ils ont tout le catalogue des semences qui leur appartient, toutes les semences dont ils ont gardé les séquences ADN, mais nous on a interdiction, il y a interdiction de les vendre, sauf celles qui sont au catalogue des semences. Et maintenant, leur jackpot, ça va être les plantes qui résistent à l'aluminium. C'est-à-dire que s'ils épandent à tout va, même si on cultive sous serre, faut bien arroser. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. C'est ce que j'ai. Mais
Jusque-là, on pouvait, enfin on peut, mais justement, si le poison vient d'en haut, comment on fait? Et d'ailleurs, Cocopelli, j'en parle pas mal dans mon bouquin parce qu'il y a Dominique Guillet, que vous connaissez si vous connaissez Cocopelli, qui est le fondateur de Cocopelli, qui a écrit des articles sur le carbone absolument extraordinaires. Il y en a un qui s'appelle Carbone mon amour, qu'il faut lire, je vous en dirai un extrait tout à l'heure, et où il dit que c'est vraiment une connerie monumentale, quoi, que le carbone c'est la vie. Voilà, par exemple, il dit taxer le carbone, le cœur de la vie, c'est comme taxer la sexualité, le cœur de la reproduction et de la jouissance orgasmique. La mort, c'est la vie sans carbone. Il explique le pouvoir de résilience de la Terre grâce au carbone, justement. Et en tout cas, ce qui est grave, c'est que si la production industrielle des cultures qui vont être adaptées, soi-disant, au changement climatique que eux nous préparent, pas du tout ceux qui sont naturels, les conditions qu'ils créent, je sais pas comment on va avoir une indépendance alimentaire quelconque, c'est-à-dire qu'ils vont nous obliger à ne plus manger de façon organique, à ne plus boire de l'eau qui est pure, etc. Petite remarque pour enchaîner et rebondir, mais tous les agriculteurs aujourd'hui dans les arrière-pays de tous les départements font eux-mêmes leurs graines, il y a des cabines à graines dans de plus en plus de Oui. Il y a une résistance qui s'organise Oui. depuis longtemps, et pour les OGM, on a vu des amarantes et autres plantes aller bouffer des champs de maïs OGM au 3 à 5 ou plus d'années et reprendre le dessus. Alors je dis pas que c'est... Non. Dire, même si le diable veut nous faire mourir, on y arrivera, on aura toujours la répartie, mais peut-être un poison, toujours son antidote. Ça dépend du niveau de conscience des êtres humains qui sont là en face de... Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle ils vont appliquer les choses, quoi. Parce que la vie n'est pas toujours plus forte. Enfin, je veux dire, Si, non, mais bien sûr qu'il faut espérer. Le fait de savoir ce qui se passe ne veut pas dire qu'on est pessimiste. Je pense qu'il faut le savoir justement pour lutter. Si on était pessimiste, je veux dire, ce serait dramatique. le danger, c'est d'avoir plus peur que de savoir qu'on va y arriver. C'est cette balance. Parce que ça fait quand même flipper. Il y a des gens qui ne sortent pas de la peur en face de la prise de conscience. Oui, mais il y a des gens qui ont peur d'avoir peur. Donc, je veux dire, on peut pas faire grand-chose non plus pour eux, quoi. Moi, il y a des tas de gens qui me disent je préfère pas savoir parce que... Mais bon, justement, il y a des gens comme Dominique Guillet, etc. C'est ça qui est bien, parce que ce sont des gens qui effectivement essayent de... Mais bon, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Il faut lire vraiment les trucs, les écrits de Dominique Guillet, parce que lui, c'est son domaine. Et il parle des semences, il parle des sols, il parle de l'érosion des sols et tout, c'est catastrophique. Catastrophique ce qu'il dit sur l'érosion des sols, sur la perte de la terre tous les ans, etc. Il y a des endroits entiers qui vont plus avoir de terre arable d'ici 20 ans ou 30 ans, quoi. Donc c'est quand même vachement inquiétant. Après, évidemment, si on n'essayait pas de lutter et d'être optimiste, mais bon, c'est un plan. C'est ça qu'il faut savoir, quoi. C'est pas un truc, c'est pas une fatalité. C'est comme la guerre, c'est comme la crise économique, quoi. C'est pas une fatalité, c'est pas un truc qui est tombé du ciel, c'est un truc qui est mûrement réfléchi pour nous amener là, quoi. Et justement, il y a encore Eusbignou, par exemple, qui écrit le climat va devenir l'arme absolue pour mener des guerres secrètes économiques ou militaires, avec un minimum de gens au courant pour faire plier l'ennemi potentiel et l'obliger à accepter les exigences de l'Amérique. D'ailleurs, bon, il y a le Parlement européen qui s'en était inquiété il y a longtemps. En 99, ils se sont fait envoyer bouler. Le rapporteur, le député anglais, qui a essayé de leur demander de venir s'expliquer, il n'a pas eu de bol. Il est tombé pour usage de cannabis et vidéos porno à l'aéroport de Londres. Donc, ça a étouffé l'enquête. Et puis personne n'a insisté après, quoi. Mais en fait, la guerre économique, c'est probable, quoi, parce que je veux dire, ce sont des gens qui jouent, par exemple, avec la bourse.
Donc ça permet de créer des sécheresses et qu'il y ait par exemple pas de fourrage pour le bétail pendant un moment, de faire des pluies diluviennes quand les légumes sortent du sol et d'être obligé d'importer. Ça permet par exemple un orage de grêle sur les vins de Bordeaux, ça permet de plus être en concurrence avec les vins de Californie. Enfin je veux dire, il y a plein de trucs où ils peuvent s'amuser. Sur des spots quoi, qui sont pas vraiment des grands, c'est juste la guerre économique quoi, de façon à gagner là où ils veulent. Mais c'est flagrant hein, quand on regarde, là je peux pas vous dire tous les exemples, mais il y en a plein. Le plus connu pour nous, c'est celui des tempêtes de 99. Mais là, c'est l'autre volet de ce que dit Zbigniew, c'est-à-dire pour faire plier un gouvernement s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et il y a beaucoup d'explications qui disent que les tempêtes de 99 où ils ont mis la France à genoux, c'est en fait parce que à l'époque Jospin et Chirac avaient refusé l'entrée des OGM en France et ils avaient aussi fait campagne contre un traité qui s'appelait l'AMI, qui était l'ancêtre de TAFTA, du traité atlantique qui a lieu maintenant. Et en fait, ils auraient fait exprès un cyclone sur la France pour les remettre au pas, quoi. Et donc il y a plein d'explications, c'est-à-dire que nous on nous a dit que c'était un cyclone tropical. On fait les cyclones tropicaux d'après les explications des scientifiques. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ça ne peut se créer que sur une mer chaude. Or, le 29 décembre, c'était le 29 décembre et c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'était forcément un cyclone créé de façon atmosphérique. Et après, il y a des tas de trucs, par exemple, sur les relevés, Mark Filterman, sur les relevés de Harpe, etc., a vu que, par exemple, le 23, il y a un trou dans tous les relevés atmosphériques, électriques, énergétiques de la planète, il y a un trou le 23. Donc, effectivement, ça peut correspondre à la préparation de l'ouragan qu'ils nous ont fait. Aussi, on se rend compte chronologiquement que le 4 janvier, Jospin est venu à la télé, il a dit que finalement c'était pas trop au gouvernement de s'inquiéter des OGM et des choses, des industries privées, et que donc il a autorisé la recherche sur les OGM en France, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là les OGM sont rentrés et que maintenant il y en a dans parce qu'après une fois qu'ils sont en France, c'est difficile de savoir si c'est pour la recherche ou si c'est la pollution entre l'endroit où il y avait la recherche et la culture, enfin bon. C'est ce qui explique aussi qu'on n'a pas notre mot à dire. On crie tous en disant oui, mais le traité transatlantique, on est au courant de rien. Oui, mais on est au courant de rien parce que justement, à l'époque, Jospin ils n'ont pas signé l'AMI, ils sont pas revenus dessus, mais ils ont signé une clause qui disait que quand les pourparlers des prochains traités qui seraient la suite de l'AMI viendrait en discussion, la France déléguait son pouvoir au commissaire européen. Donc le gouvernement français n'a rien à dire, mais il n'a rien à dire parce qu'il l'a signé à cette époque-là. Donc voilà, moi qui ouvre grand la bouche depuis des années en disant le mondialisme et tout, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir. Après, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit sortir de l'Europe, ok, mais s'ils sont pas contents et qu'ils nous envoient un petit tsunami ou un petit tremblement de terre sur une centrale nucléaire, c'est pas sûr que ce soit mieux, quoi. Donc, et après, la liste est longue de toutes les catastrophes soi-disant normales, mais qui sont vraiment bizarres. Donc, par exemple, on se rend compte que quand la Chine a refusé... Alors évidemment, ce sont des coïncidences, il n'y a aucune preuve, c'est juste des coïncidences bizarres, quoi. Quand la Chine a refusé d'entrer dans la coalition contre la Corée, il y a eu immédiatement un tremblement de terre en Chine qui a dévasté des tas de villes. Il y a eu le tremblement à Haïti aussi, qui a été terrible, dont on se souvient tous. Moi, ça m'avait choqué à l'époque, mais j'avais pas vraiment compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de gens qui étaient affamés, qui avaient plus de toit sur la tête. On nous disait qu'ils étaient au bord des épidémies de choléra et tout. Et quand on regardait, il y avait un navire hôpital
et il y avait je sais pas combien de porte-avions américains. Donc on se demandait, moi je m'étais posé la question en tout cas de me dire, mais quand les gens crèvent de faim, qui sont au bord du choléra et qu'ils n'ont pas de toit sur la tête, pourquoi est-ce qu'on leur envoie des soldats et des porte-avions? Enfin, je trouvais ça assez bizarre. Il y a une documentation de l'armée américaine, de l'Air Force, qui s'appelle AF 2025 Final Report, qui dit la modification des conditions météo offre aux combattants de guerre un large éventail d'options pour faire échec ou contraindre l'adversaire. Les techniques pour déclencher les inondations, les ouragans, les tremblements, et ça va devenir un premier élément de sécurité intérieure et internationale. Avoir les implications offensives et défensives et même être utilisé comme moyen de dissuasion. Donc évidemment ça peut être en hasard, mais enfin c'est quand même décrit dans le rapport. Donc la technologie qui rend tout ça possible, c'est pas que les épandages, c'est HARP. Dont Zbigniew, qui a tout prévu, disait que c'était l'arme absolue des États-Unis. Ce serait l'arme absolue des États-Unis. Alors officiellement, c'est un programme de recherche sur l'ionosphère pour modifier localement par les ondes de haute fréquence et étudier pour modifier l'ionosphère par les ondes de haute fréquence et étudier la communication longue distance et la communication avec les sous-marins. On remarque que le barium, quand ça crée un couvercle, ça permet aussi aux différents HARP, parce qu'il y en a un en Alaska, mais il y en a en Nouvelle-Zélande, enfin des trucs ressemblant à HARP. Il y en a en Russie, il y en a un énorme qui est en train de se monter en Sardaigne ou en Sicile. Donc ça permet en fait, avec le couvercle qu'ils font, aux ondes d'être conducteurs entre leurs différents systèmes de communication. Donc HARP, c'est en fait HARP Alaska qui est le plus connu, c'est 180 antennes de 20 mètres de haut qui sont reliées à un émetteur qui a une puissance de 20 millions de watts, qui brûle 95 tonnes de diesel par jour et rejette 7 tonnes de déchets. Encore une fois, à côté de nos petites voitures, c'est rien. Donc ça, tout le monde à peu près sait que ce sont les travaux de Tesla qui ont permis de créer ça. Tesla ayant expliqué comment on pouvait transporter de l'énergie sans fil, en fait. Tous ces brevets appartiennent depuis le début par des compagnies interposées au groupe Rockefeller qui les a vendus à Raytheon Group. Raytheon Group qui est le propriétaire de la patente Welbach. Donc c'est vraiment un petit comité. Je vous le fais court parce que c'est vraiment des... Donc HARP en fait c'est soi-disant pour générer un bouclier protecteur pour les missiles, etc. Comme je l'ai dit, pour les sous-marins en plongée. Mais aussi on s'est rendu compte que il y a eu des travaux qui ont montré que les ondes qui balancent peuvent influencer le comportement humain. Donc ça interfère aussi avec notre cerveau parce que c'est dans le même registre que le cerveau humain. C'est-à-dire HARP, ça émet en continu à 3,34 ou 3,39. Et c'est en plein dans les fréquences de notre cerveau. Ça modifie aussi la chimie du son, paraît-il. Et en fait, le principe, c'est que HARP envoie vers l'ionosphère des faisceaux d'ondes de haute fréquence qui sont de l'ordre de 1,7 milliard de kilowatts. C'est pas rien. Hein. Et l'ionosphère est située à peu près entre 85 et 600 kilomètres au-dessus et a la propriété de réfléchir les ondes. Ces ondes descendent après sur ça fait comme un miroir plasma et ça redescend sur nous en basse fréquence, c'est-à-dire en micro-ondes. Tout ce qui est mauvais pour nous. Et l'ionosphère, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même vital pour nous puisque c'est ce qui nous protège des UVB. Donc c'est évident que quand ils envoient ce genre de bombardement dans l'ionosphère, ça fait des trous, c'est évident que ça fait des trous dans l'ionosphère et que c'est grave pour nous, pour l'humanité, quoi. HARP peut aussi provoquer des tremblements de terre, des explosions aussi puissantes que des bombes atomiques, ils disent, et ils ont fait des détonements d'armes nucléaires dans l'ionosphère. Il y a une femme qui s'appelle Rosalie Bertell, qui est une immense chercheuse qui est morte il n'y a pas longtemps, mais elle était assez âgée. Mais c'était la conseillère de Carter
Et c'est elle aussi qui a fait, qui a dirigé toutes les commissions internationales comme sur Tchernobyl, sur la tragédie de Bhopal, etc. Et elle disait clairement que c'était les militaires qui avaient détérioré le climat et la couche d'ozone. Et je pense qu'elle a totalement raison. Et il y a un type aussi qui s'appelle Nick Begich qui a été le premier professeur spécialiste de HAARP. Et lui, il dit clairement que ces ondes de haute fréquence qui reviennent sur nous en basse fréquence agissent sur le comportement humain et sur les facultés mentales des individus. Et d'ailleurs, on se rend compte que, par exemple, ils s'en sont servis pour la guerre du Golfe. Et c'est ce qui fait qu'il y a des endroits où ils nous disaient les soldats se rendaient sans combattre. Parce qu'en fait, on leur balançait des ondes de dessus qui les rendaient complètement dociles. C'est ce qu'ils prévoient d'ailleurs de faire dans les manifestations ou dans des trucs le jour où on les emmerdera vraiment. Parce que pour l'instant, je pense que c'est assez... Alors, on sait aussi que la NSA, là, qui a été dénoncée par Snowden, est capable, il montre clairement qu'ils peuvent suivre avec des ondes spécifiques le champ bioélectrique d'une personne. C'est-à-dire qu'on a tous une fréquence spécifique, comme on a un ADN spécifique, des empreintes digitales spécifiques, on a tous une fréquence spécifique. Ce qui fait qu'ils peuvent agir avec des faisceaux d'ondes, soit sur un rassemblement de gens, soit décider par exemple, de rendre quelqu'un malade en ciblant un seul organe sur une seule personne et en le suivant avec un laser ou un truc à infrarouge, donc ou avec des implants. Le plus terrifiant, je pense que c'est effectivement qu'ils peuvent court-circuiter la conscience humaine, donc notre liberté, notre volonté, quoi. Il y a aussi les travaux que Montagnier a repris là sur la mémoire de l'eau, qui montrent qu'en fait les virus, on a plein de virus dormants à l'intérieur de nous qui peuvent être réveillés par les ondes, par des micro-ondes. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux de Montagnier où il montre, il met une bactérie dans un récipient d'eau et ensuite il enlève la bactérie, il filtre l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement stérile et après il remet le truc filtré stérile, il met d'autres trucs d'eau stérile, d'autres récipients d'eau stérile et il balance des micro-ondes et la bactérie se reforme dans le premier tube où elle était déjà, mais elle se forme aussi dans les autres tubes. C'est-à-dire que non seulement il y a la mémoire de l'eau, mais les micro-ondes font que ils se parlent. Et d'ailleurs il dit en se marrant que le téléphone mobile a existé bien avant avec la mémoire de l'eau. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils peuvent prendre une bactérie, mettre un virus dedans, la faire dormir, prendre un avion, aller la porter à l'autre bout du monde où ils décident de faire un coup pas très catholique dans quelques temps, ils rentrent chez eux, et puis après, par satellite ou parce que quelqu'un y va, ils peuvent mettre un coup de micro-ondes, réveiller la bactérie dont le virus qu'elle contient, et rendre malade toute une population sans qu'il n'y ait aucun lien de cause à effet sur le moment, quoi. Vous êtes content du catalogue de bonnes nouvelles? C'est in vitro, parce qu'une vivo, ça se passe différemment. C'est des questions. Les expériences, elles sont là. Je sais pas parce je peux pas tout mettre dans une conférence, mais il y a plein d'autres essais qui ont été faits. Par exemple, il y a un médecin hollandais qui a fait des essais sur la maladie de Lyme justement, et non, lui dit que c'est pas que in vitro. Ça marche au niveau aussi. Il paraît. De mettre un lien sur code tu fais un échelle de molécules ici, vous la base Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Je dis qu'on leur donne du fil à retordre. C'est plutôt mon propos. Qu'on veuille nous tuer, ça j'en suis convaincue. Mais que ce soit aussi facile pour eux, moi... Du fil à retordre, hein, je serais pas aussi... je pense qu'on est des petits joueurs. Non, mais parce qu'ils n'ont pas décidé d'appuyer sur le bouton.
Pour l'instant, ils n'ont pas décidé. Le jour où ils vont décider, où on va être infesté de nanos qui s'auto-assemblent, s'auto-dupliquent, se programment. Qui passeront, mais pas tous. Pourquoi? C'est ma croyance. Et voilà, c'était une parenthèse. Oui, mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, bien évidemment, c'est normal. Mais est-ce que, bien évidemment, tout le monde n'y passera pas. Mais enfin, je trouve que c'est beaucoup d'orgueil de dire qu'ils n'ont pas les cartes en main. C'est comme quand les gens disent oui, mais Internet, ils n'avaient pas prévu Internet. Si, ils avaient prévu Internet. Si, je pense que oui. Parce que, enfin, je veux dire, quand on fait ce que je fais, il y a plein de gens qui nous envoient des mails, qui nous appellent, etc. Et je veux dire, on se rend bien compte que il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout combatifs. C'est-à-dire, à partir du moment où ils font partager ou like sur Internet, yes, ils sont contents, ils ont fait leur œuvre de résistance et après ils vont au cinéma et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant, Internet. Ça permet d'informer des gens qui seraient pas au courant, mais ça permet un espèce de laxisme ambiant. Moi, j'ai fait ma part. Donc, oui, il faut être optimiste, mais je pense qu'on n'a pas pris... parce que moi, c'est juste une enquête de 3 ans, hein, mais je veux dire, il y a plein d'autres trucs, certainement, où je suis passée au travers, où j'ai pas vu les implications. Enfin, je veux dire, moi, je serais pas aussi orgueilleuse que ça. Hein. Parce que je veux dire, ils ont des trucs... eux, ils ont rien laissé au hasard. Et l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est que ça fait 60, 80 ans, 100 ans qu'ils préparent le truc et qu'ils sont pas pressés. Hein. Si c'est pas eux, ce sera la génération qui suit. Et ils sont parfaitement au courant parce que, je veux dire, on voit des trucs. Eux, par exemple, les micros, enfin le Wi-Fi, etc. Comment on va lutter contre le Wi-Fi? Toutes les écoles, tous nos enfants ont des Wi-Fi dans les écoles. Si vous dites au prof de votre enfant, attention, faut pas mettre de Wi-Fi parce que il va vous prendre pour une cintrée, quoi. Et comment il va faire enfin, je veux dire, les programmes du gouvernement, il faut que tout le monde bénéficie du Wi-Fi, voilà. Comment on fait? Il y a des protections, mais bon, c'est un long débat. Mon propos n'était pas aussi court et j'adhère au vôtre en grande partie, mais j'adhère pas à la peur, par contre. Mais j'ai pas dit que j'avais peur. J'ai pas dit qu'il fallait avoir peur. C'est ce que je ressens. Que ça fait flipper, que c'est terrible. Ah, bah, bien évidemment que ça fait flipper. C'est vraiment de l'espoir. C'est-à-dire que moi, au quotidien, c'est de l'espoir que j'ai envie de me donner. Mais c'est pas incompatible. Je sais pas, enfin, c'est pas incompatible. Mais enfin, ça pose quand même des questions parce que ce que je vous dis, oui, comment on fait pour se protéger du Wi-Fi? Parce que moi, j'habite la campagne, j'habite en plein bois. Jean-Philippe est venu chez moi, il m'a tout déprogrammé, il m'a tout enlevé, il m'a mis tout à la terre, etc. Ok, génial. Mais le mec qui habite dans un immeuble où il y a 40 logements en plein milieu de Paris, il fait comment? Est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qu'on ne connaît pas? Mais, il faut chercher, il faut se défaire en tout cas de la dépendance. Oui, mais et celle du voisin? On est un groupe. Et les écoles, enfin, je veux dire, et puis on est au courant de rien. Je suis désolée, mais pour lutter, il faut être au courant. Moi, j'ai appris en allant dîner chez des amis, parce que en disant au revoir, on m'a dit, t'habites où? J'ai dit où j'habitais. La nana m'a dit, ah, je suis venue installer l'antenne dans ton village, sur le clocher. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait une antenne sur le clocher de mon église. Comment on se défend, là? On n'est pas au courant. Par contre, on sait, je vous disais, il y a une enquête du New York Times où on voit que tous les mecs de Steve Jobs, tous les mecs de high-tech, qui ont des entreprises high-tech, leurs gosses n'ont pas droit au portable, n'ont pas droit au iPad, n'ont pas droit... Il y a un truc qui était très très drôle, la journaliste, elle interviewe Steve Jobs et elle lui dit « Mais votre fils, il doit être super content avec le nouvel iPad. » Il dit « Mais il est même pas au courant, il en a jamais vu, il le verra jamais. » Et ces gens-là, leurs enfants sont dans des écoles où ils écrivent sur des tableaux à la craie avec des bouquins. Et ils disaient, enfin, les mecs disaient, mais ils ont tous les livres qu'ils veulent, mais non, plaquettes, non. Et quand ils ont le droit aux tablettes, c'est 1 heure par jour et jamais les veilles d'école, etc. Et Barry Trower, justement, qui est c'est un ancien de la CIA, qui est un spécialiste du radar dans l'armée anglaise. Et il faut regarder les vidéos de Barry Trower.
C'est incroyable. Il explique, il dit que ces gens-là sont des criminels parce que en fait le Wi-Fi et le micro-ondes, c'est vrai. Il dit que c'est la thalidomide de notre siècle et que il explique que par exemple une femme enceinte qui joue avec sa tablette et tout, les 100 premiers jours, même avant qu'elle sache qu'elle est enceinte, les 100 premiers jours, c'est le moment où se fabriquent les 400 000 ovocytes d'un bébé femelle. Et que si elle joue avec sa tablette comme ça, elle irradie le patrimoine génétique du bébé fille. Donc ça donne quoi après sur les générations qui viennent? Cela dit, ça c'est pareil, c'est pas un hasard, parce que les mecs deviennent stériles avec les pesticides, les filles avec les ondes, donc en fait ça se tient assez, hein. Il y a aussi un autre truc qui est assez inquiétant, c'est la résonance de Schumann. La Terre, je ne sais pas si vous savez, la Terre a sa fréquence propre, qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est de 7,83, qui pareil est en plein dans le spectre, hein, des basses fréquences. Et donc, quand il balance des trucs dans l'atmosphère, des réseaux d'ondes, etc., il perturbe la résonance de Schumann. Et enfin, les humains sont en complète ont besoin de la résonance de Schumann. On est en complète osmose et branché avec la résonance de Schumann. La NASA s'en est rendu compte parce que au début, quand ils envoyaient les cosmonautes dans l'atmosphère, ils se rendaient compte qu'ils étaient vraiment pas bien. Ils avaient un problème. Et en fait, quand ils ont inventé une machine qui pulse cette fréquence et maintenant depuis qu'ils le mettent dans les vaisseaux, hein, les cosmonautes n'ont plus de problème. Donc on a besoin, c'est en fait la résonance de la Terre, quoi, le cœur, la palpitation du cœur de la Terre. Et nous, les humains, on est reliés à ça. Et donc s'il modifie la résonance de Schumann, elle se trouve justement entre la Terre et l'ionosphère. C'est-à-dire que tout ce qu'ils envoient dans l'ionosphère et qui perturbe la résonance de Schumann ou qui change cette distance, perturbe notre relation à la Terre, à la résonance. Donc on ne sait pas non plus ce que ça va faire, pas plus que... Enfin voilà, quoi, on est des mutants, en fait. Ça nous amène à savoir... moi personnellement, alors vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue, ça m'amène à penser qu'il y a trop de choses ils auraient pu choisir autre chose, par exemple, que les micro-ondes. Ils auraient pu choisir autre chose que les OGM qui polluent la Terre. Donc, c'est bizarre quand même que tout ce qu'ils trouvent, ce soit des choses qui nous mettent en danger et pas des choses qui nous permettent... Pourquoi les études, pourquoi les recherches, sont pas dans le sens du bien-être de l'homme et pourquoi pas dans le sens de ce qui va nous rendre la vie meilleure, etc. Pourquoi tout ce qu'ils trouvent, c'est quelque chose qui nous rend malade, qui nous rend inadaptés, qui nous perturbe. Donc en fait, quand on met les trucs bout à bout, on se rend bien compte que d'un côté, faudrait peut-être, je crois que c'est comme quand on vit avec un manipulateur pervers et qu'on veut pas le voir. Je pense qu'il y a un moment où il faudrait regarder les choses en face et se dire que ce qu'ils nous disent, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment éradiquer les 2/3 de la population mondiale, rendre les survivants stériles. Pour une bonne raison, c'est ce que disait Zbigniew, c'est que 80% de la population ne leur sert plus à rien. Ils ont plus besoin de chair à canon pour aller faire les guerres. Ils font des guerres dont on n'est pas au courant. Ça évite de dealer avec l'opinion publique, etc. Et ils n'ont pas besoin non plus de bras pour l'industrie, puisque maintenant, je veux dire, ils ont des robots, ils ont des... Donc, en fait, il vaut mieux qu'ils fabriquent les esclaves que ceux dont ils ont besoin, parce que sinon, ce sont des bouches à nourrir de toutes les manières, qui n'ont pas les moyens de gagner leur vie. Ils ont pas, c'est pas vrai qu'ils veulent lutter pour le plein emploi. Ils peuvent pas. Ils savent que c'est pas vrai. Ils l'ont prévu il y a 30 ans. D'un autre côté, on se rend compte que le rêve de ces barges, c'est quand même le transhumanisme et le fait de voir l'homme et la machine fusionner.
Alors franchement, allez regarder les vidéos parce que il y a un mec qui s'appelle Kurzweil. Faut aller voir, quoi. Je veux dire, c'est lui. Alors on me dit souvent, mais eux, leurs enfants, mais eux, si ça leur retombe aussi dessus, donc pourquoi ils le font? Mais eux sont convaincus. Ils sont convaincus que le bien-être de l'humanité vers lequel on va, c'est le transhumanisme. C'est greffer votre cerveau sur un computer et télécharger un computer sur un cerveau. Et ils pensent que comme ça, ils vont pouvoir, par exemple, si vous avez un problème rénal, réparer, donner au computer, donc à votre cerveau, l'information d'aller réparer le rein, et que comme ça, ils vont être immortels. C'est le vieux rêve d'immortalité. Et ces gens-là sont pas n'importe qui, je veux dire, c'est des savants qui ont pignon sur rue, qui contrôlent beaucoup de choses. Ce fameux Kurzweil, il vient d'être recruté il y a 1 an par Google. Google, il faut savoir que Google rachète depuis 10 ans toutes les sociétés qui ont un rapport avec le transhumanisme et qui ont un rapport avec la recherche génétique et le séquençage d'ADN, tout. Alors évidemment, tout le monde pense que Google, c'est la CIA qui est derrière, probablement. Mais enfin, ils sont quand même vraiment en train de verrouiller le tout, quoi. Et alors oui, on peut être optimiste, mais s'ils y arrivent, quelqu'un qui va être connecté pendant 18 heures à un computer, il va lui rester quoi d'humanité après? Et c'est évidemment dans leur plan, parce qu'ils considèrent que les gens qui veulent fabriquer, les esclaves qui veulent vraiment fabriquer, parce que pour schématiser, on voit bien que ça correspond à ce qu'ils font économiquement, c'est-à-dire ils veulent d'un côté les élites et de l'autre côté les esclaves qui vont leur permettre de faire marcher la machine, point barre. Les autres, ils en veulent pas. C'est pour ça qu'ils organisent plutôt la précarité que le bien-être des gens, et ainsi de suite. Et enfin, je veux dire, ces gens-là auront enfin, comment on peut avoir, une fois qu'on est débranché au bout de 18 heures, de l'empathie pour son voisin, et eux le mettent dans leur plan. Ils disent que comme ça, les gens seront plus performants parce qu'ils seront pas amoureux, ils seront pas, je veux dire, ils emmerderont plus les gens avec nos états d'âme et tout ce qu'on peut avoir. Et ça se tient parce que parallèlement, par exemple, ils font la recherche génétique. C'est pas comment soigner les maladies génétiques. Quand Sylvie Simon avait beaucoup enquêté sur le Téléthon, par exemple, et l'argent, ils nous font pleurer sur tous les Téléthons tous les ans pour demander de l'argent pour la recherche génétique. Mais quand on regarde, il n'y a pas une invention qui est sortie du Téléthon et de l'argent du Téléthon pour soigner les maladies orphelines ou pour soigner les gens qui ont des maladies génétiques. Par contre, où avance la génétique? Elle avance dans le fait de faire des utérus artificiels, de faire naître des bébés dans les utérus artificiels. Ça aussi, il faut regarder les femmes qui sont victimes de ça, quoi. Et alors là, c'est pareil. Quand on va avoir des enfants qui sont dans des utérus, ils y arrivent, hein, c'est toujours pareil. Mais des bébés qui sont programmés, qui vont prendre naissance dans des utérus artificiels, dans des boîtes, sur des étagères, il va leur rester quoi d'humain? C'est-à-dire que pour moi, c'est une lutte de vitesse, quoi. C'est-à-dire où ils y arrivent avant nous, où on se met un coup de pied au cul et on se rend compte de ce qui se passe. Et plus il y aura de gens qui effectivement se rendront compte de ce qui se passe, parce que c'est pas anodin. Pourquoi en même temps ils nous font le mariage gay et la théorie du genre? C'est bien pour préparer les gens au fait que faut plus avoir de sexe, ils veulent contrôler la reproduction humaine, comme ils ont contrôlé les semences et comme ils contrôlent maintenant la reproduction des animaux. C'est flagrant parce que toutes leurs inventions vont dans ce sens-là. Je veux dire, la GPA, l'utérus artificiel, le transhumanisme, la manipulation génétique, c'est bien dans un but bien précis. Ou alors j'ai rien compris au film, hein. Si vous m'expliquez autre chose, je veux bien. Hein. Donc, je sais pas. En même temps, il y a des petits trucs qui passent comme ça qui sont très intéressants. Par exemple, le DSM, qui est le bouquin de toutes les maladies mentales aux États-Unis, qui sort tous les ans. Là, on est au DSM 5.
La dernière qui vient, c'est la dernière maladie mentale, c'est la non-conformité et la libre pensée. Alors là c'est pareil, quand on sait que Sarkozy à l'époque avait fait passer une loi où on pouvait être interné avec une autorité pouvait demander votre internement et tout, le jour où ils décideront que si on est non conformiste, on est malade mental, c'est marqué dans le bouquin, et que donc on doit être interné. Il y a le puçage aussi, parce que le puçage, je veux dire, Attali en parlait sur ses de façon, mais quand Attali, on peut lui faire confiance pour nous faire avaler tout ce qui est bizarre dans l'humanité et qui veut faire passer comme un truc tout à fait normal. Attali fait des causeries où il nous explique que ouais, le puçage c'est pas mal parce que finalement ça va rendre les choses très très simples. Et j'avais adoré parce qu'à la fin il disait notre seule responsabilité sera de pas se laisser connecter à quelque chose dont on ne veut pas. Et comment on fait? Parce que quand on sait qu'ils peuvent ajouter des informations à distance, il y a Obama aussi, je veux dire, qui a dit il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu l'histoire avec l'Obamacare, où on a dit que Obama, évidemment, essayait de donner une couverture sociale à des millions d'Américains qui n'en avaient pas et tout. La condition, alors moi je trouvais ça génial, parce qu'effectivement, ils n'ont pas de couverture sociale, sauf si leur patron leur paye leur plan de sécurité sociale. Mais le plan Obamacare est suspendu au fait qu'il faut accepter la puce, avec évidemment les informations médicales, le paiement immédiat, etc. Donc il y a aussi un programme qui s'appelle From Womb to Tomb, c'est-à-dire du berceau, du ventre au berceau, à la tombe, pour les bébés. Il y a un document de la NASA aussi qui est extrêmement intéressant. Ça s'appelle The Future is Now. Ça a été écrit en 2001. Alors au milieu, il y a un tableau avec les origines de l'humanité à nos jours. Et donc il y a par exemple l'époque des chasseurs, après l'époque de l'agriculture, après l'époque industrielle de 1800 à 1950. Après c'est marqué IT. Innovation technologique avec les nanos, les puces et les robots de 1950 à 2020. Après, il y a les bio et les technos jusqu'à 2020. Et après, il y a marqué virtuel post-humain. Je sais pas, peut-être que ça vous interpelle pas, mais enfin, moi, je trouve ça bizarre, quoi. Qui travaille déjà sur un truc qui s'appelle post-humain à la NASA. Mais c'est un document qui est fait par la NASA, mais qui est avec communication, je veux dire, à tous les organismes. Donc voilà, pour moi, c'est un peu comme si on disait à nos petits enfants, bah viens, on va traverser la route, mais tu vois, t'as 60% de chances de te faire écraser, mais viens, on va y aller. Ce qui se passe, c'est on fait, ça encore une fois, c'est pas une fatalité, ce sont des choix qu'un petit groupe de puissants fait pour nous. On le voit bien qu'on n'a pas notre mot à dire, on le voit bien dans toutes les décisions qu'ils prennent tous les jours. On nous dit 80% des Français sont pas d'accord. Le lendemain, on nous dit il y a un nouveau sondage. Maintenant, il y a 65% des gens qui sont pas d'accord et ainsi de suite. Et à la fin, je veux dire, on est tous d'accord, alors qu'on n'était pas d'accord 15 jours avant. Donc, on voit bien qu'ils en ont rien à faire. Donc, on me dit souvent qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, j'en sais rien, sauf qu'il y a une phrase de John Lennon que j'aime bien, qui m'avait marqué il y a longtemps. Il disait, si tout le monde réclamait la paix au lieu d'un écran plat, nous aurions la paix. Je pense que c'est aussi simple que ça. La planète n'appartient pas à ces gens-là. Ils font tout ça parce qu'on les laisse faire et parce qu'ils nous arrivent à nous embobiner. Mais bon, c'est quand même à nous on est les auteurs de notre histoire. C'est quand même à nous de se bouger, quoi. Tous les jours, il y a des gens qui se bougent. Il y a mon ami Gilles Lartigot qui est là, qui se bat dans son sens. Il y a Philippe, il y a Thierry Casasnovas, on est plein de gens. Il y a Pierre Hillard, il y a plein de gens qui se battent dans des domaines très différents. On se rend compte tous qu'on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire il y a les mêmes enfoirés derrière.
et tous font enfin, c'est le même plan qui est appliqué dans tous les domaines, donc c'est pas très très compliqué. Après, il y a Orwell qui disait un peuple qui est lié et corrompu n'est pas un peuple victime, c'est un peuple complice. Moi, je partage assez ça. Il y a aussi une phrase de Luther King qui disait le moment viendra où le silence sera trahison. Ben, je pense qu'on y est. Après, ouais, effectivement, balancer tout ça aux gens comme ça dans un bouquin, c'est évident que ça plombe un peu, quoi. Mais je pense on a notre responsabilité parce qu'on est une fraction de seconde ou de temps. Mais ce qu'on peut faire, ça peut changer l'univers. Si personne fait rien, il se passera jamais rien. Donc, allez-y, allons-y. Fini.